Bonjour à tous, je suis Marie Hénard de SteamShift. SteamShift est une équipe d'entrepreneurs, chercheurs, ingénieurs et designers spécialisés dans la réinvention au service de la transition environnementale. Tout le monde a sa propre vision du futur, mais la plupart d'entre nous est d'accord sur le fait que le modèle économique et industriel actuel n'est plus soutenable et donc plus désirable. Quel serait le nouveau récit pour notre société? C'est pour répondre à cette question et nourrir nos imaginaires que nous avons créé ce podcast Dessine-moi un futur désirable. Nous y convions des personnalités engagées qui mènent des batailles tous les jours pour que leur vision du monde de demain devienne une réalité. Un monde qu'ils seront fiers de léguer aux générations futures. Dans cet épisode, j'accueille Clémence Fischer. Clémence est directrice Sustainability Solutions chez Engie Impact. Avec Clémence, on a beaucoup discuté et aussi bien rigolé. Clémence est une grande optimiste. Pour elle, chaque petit pas compte. On a tout d'abord abordé le sujet de la décarbonation de l'industrie. Très vaste sujet qui représente le cœur de ses activités au quotidien. On a aussi parlé de ses aventures en Inde et en Afrique qui ont façonné sa prise de conscience environnementale. Et bien évidemment, elle nous a partagé sa vision sur un futur désirable qui tire parti d'une vraie intelligence humaine. C'est parti. Bonjour Clémence. Bonjour Marie. Bienvenue. Merci, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, moi je suis ravie de t'accueillir donc au micro de Dessine-moi un futur désirable. J'ai hâte de parler donc de sujets absolument passionnants avec toi et de découvrir aussi ta vision du futur désirable. Sur ce podcast, quand on commence, on a un peu envie de casser les codes. Et du coup, je vais t'inviter à te présenter, mais sans me parler de ton parcours professionnel. Ça marche. Je vais le faire, mais je vais quand même me présenter en te partageant ce qui me drive. Ok, ça me va. Parce que je vais avoir du mal à le cacher. Et en essayant de ne pas parler quand même de mon parcours, mais ce qui me drive quand même, c'est de construire un avenir durable. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et depuis longtemps. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'ai choisi de passer une partie de mon temps à construire cet avenir durable. Donc c'est pour ça que je suis doublement ravie en fait de participer à ce podcast. Mais au-delà de ça, voilà, moi je m'appelle Clémence, j'ai un petit peu plus de 40 ans. J'ai 3 garçons que j'adore et avec qui je passe aussi beaucoup de temps. J'aime être avec eux, j'aime être aussi beaucoup avec les gens. J'aime être avec mes amis, ma famille, travailler avec mes collègues en mode collaboratif. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, travailler en équipe et en collaboration. Et puis, à titre perso, je fais de la danse indienne. C'est un peu original. Okay. C'est notamment suite à une expérience que j'ai eue il y a déjà un petit peu plus de 15 ans. Je suis partie habiter et travailler 2 ans en Inde. Une expérience qui m'a un petit peu marquée. On pourra aussi en reparler et qui est un petit peu liée à mon engagement sur l'environnement. Ouais. Je m'occupe d'un potager depuis 4-5 ans également. Okay. Là, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait la main verte, mais je fais de mon mieux et j'apprends aussi tous les jours sur le sujet. Et comment tu apprends justement sur ce sujet? J'apprends par l'expérience principalement, en lisant un petit peu. Et peut-être YouTube aussi, j'imagine. Voilà, un petit peu YouTube. Et puis, non, mais la nature est assez généreuse avec nous, et donc elle donne déjà satisfaction, même pour les on va dire les agriculteurs en herbe, oui. tels que je suis, et moi et mes enfants, nous sommes... Voilà. Parce que du coup, tu inities aussi tes enfants Tout à au potager. fait. J'initie. Ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est aussi que c'est en partie pour eux que je le fais. D'ailleurs, pas que, hein, mais en partie pour eux, c'est aussi de leur apporter une vision de la réalité, en fait, d'où viennent les choses qu'on mange, comment elles poussent, c'est passionnant en fait de les voir grandir dans le temps, de les voir s'épanouir et de tirer le fruit de cette récolte-là. Et qui puissent sentir aussi les goûts, les saveurs.
Ouais, qui en c'est sont super. issus. Donc, non, ils m'aident. Ils sont pas très grands, hein. Ils ont le plus grand à 9 ans, mais Ok. ils m'aident de la plantation des graines jusqu'à la récolte. Ben super, écoute, j'ai envie de rebondir sur ton expérience en Inde. Tu m'as laissé sous-entendre que que ça avait aussi participé à faire naître ton engagement. Tu m'as dit que depuis 20 ans, tu avais choisi de participer à cette transition environnementale. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ton engagement est né? Oui, bien sûr. Alors, ça démarre en fait avant l'Inde. Moi, je suis ingénieure spécialisée en environnement. Donc, il y a eu un moment dans mes études où j'ai choisi cette spécialisation en environnement. Et avant ce choix-là, j'ai eu l'occasion de partir en stage humanitaire à Madagascar. Donc là, on ne parle pas encore de l'Inde, ça viendra un petit peu après, mais on parle d'un autre pays du Sud, Madagascar. Et je suis partie pendant 2 mois. Alors, c'était un stage pas dédié au sujet environnemental. Je m'occupais d'enfants des rues pendant la période estivale. Il n'y avait pas d'école. Et donc, l'idée, c'était qu'avec un groupe d'étudiants, on s'occupait d'eux pour leur donner des cours et aussi pour tout simplement leur faire des activités pour qu'ils n'aient pas envie de retourner dans la rue. Donc, qu'ils soient Ok, vraiment bien occupés. Donc ça, c'était vraiment super. Et déjà, sur le plan humain, une expérience j'imagine. vraiment incroyable. Très difficile d'en repartir. Ouais. Et sur le plan humain aussi, plus généralement, j'ai découvert un pays. J'ai eu l'occasion d'y retourner à Madagascar. C'est un pays magnifique, mais aussi un pays où il y a une culture de l'accueil incroyable. Une culture de l'accueil, y compris chez des personnes qui n'ont rien, enfin qui n'ont vraiment pas grand-chose, et donc qui vont très facilement vous inviter tous les soirs s'il faut à venir manger chez eux, faire un feu, chanter. Ils adorent aussi la musique et chanter, etc. Et donc, c'était incroyable sur le plan humain, cette expérience. Et en même temps, j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas eu l'occasion de voir avec voilà, les années précédentes, j'étais restée globalement en Europe. C'est que on est dans un pays qui est quand même un pays en développement, donc très pauvre finalement. Et, quand on voyage dans le pays. J'avais eu l'occasion de traverser une partie du pays, donc sur des pistes. Hein. Il y a quand même, Mhm. en tout cas à l'époque, il y avait assez peu de routes complètement goudronnées. Donc on traverse, on est sur la piste, un pays qui n'a pas grand-chose, et on traverse des champs de plastique. Ok. C'est-à-dire qu'on est sur la route, et puis tout d'un coup, il y a sans doute une décharge pas loin, liée à une petite ville ou un village. Enfin, je ne connais pas exactement les raisons, mais je suppose que c'est une décharge à ciel ouvert, qu'il y a eu des tempêtes ou des coups de vent. Et puis, on traverse des champs qui sont remplis de plastique. Et donc là, on est en quelle année à peu près pour Là, qu'on je se suis en représente? 2001. En 2001, ok. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup choquée, en fait. Comment c'était possible qu'une société comme ça, qui déjà n'a rien, en plus ait un impact environnemental qui est beaucoup plus flagrant en fait que ce qu'on a nous en Europe. Alors ça s'explique évidemment pour plein de raisons, hein, mais ça m'a beaucoup marqué ça, et je pense que cette expérience-là et cette vision en fait de cette pollution présente dans ce pays qui est à côté de ça, avec des paysages magnifiques, avec des gens incroyablement accueillants, sympas, enfin voilà, qui est très attachant, vraiment extrêmement attachant. Et de voir en fait cette pollution présente, ça m'a pas mal choquée. Et donc l'année d'après, en 2002, j'ai eu l'occasion de réfléchir à quelle serait ma spécialisation. Et là, j'ai choisi une spécialisation d'environnement, alors qu'elle n'existait pas dans mon école, mais je suis partie faire une formation qui s'appelle l'ENGREF, l'École nationale du génie rural et des eaux et forêts, qui est maintenant chez AgroParisTech, Ok. et qui m'a donné cette coloration environnementale. Donc un choix qui était assez tôt finalement dans une carrière, mais qui me guide toujours aujourd'hui, et je dirais que, enfin, je sais même pas que je le regrette pas, c'est qu'il se renforce en fait d'année Ouais. en année. Euh, Même si au début c'était un petit peu exotique comme choix, enfin en 2002 c'était peut-être un peu exotique par rapport à voilà des carrières plus classiques. Oui, tu veux dire d'un point de vue européen, etc. Oui, ou même d'un point de vue de ce que faisaient les autres ingénieurs de ma promotion. Enfin, Ok. on était 3-4 à partir sur 500 vers ce type de spécialisation. Donc, c'était pas la voie la plus courante. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus
d'ingénieurs et plus généralement d'étudiants qui font ce choix. En tout cas, c'est l'impression qu'on a et je rencontre beaucoup de jeunes qui sont intéressés par ces sujets-là. Et on a plus de filières aussi qui se sont ouvertes dans les écoles sur ces Exactement, sujets il y a également. beaucoup plus de filières, beaucoup plus de masters. Enfin, le choix de formation est beaucoup plus important et tant mieux. Et même les filières un peu classiques intègrent ces formations ou ces sujets-là dans les cursus généraux. Donc voilà, ce choix-là, j'en suis ravie. Et quelques années après, en 2005, j'ai eu l'occasion de partir en Inde où j'ai travaillé pendant 2 ans. J'étais dans le domaine des énergies renouvelables. C'est ma première expérience. J'ai travaillé pendant une 12aine d'années dans les énergies renouvelables, donc déjà dans la recherche d'une solution environnementale à l'une des crises environnementales et en particulier celle qui concerne la transition énergétique. Mais donc au-delà de ce que je faisais dans mon travail, et on peut en reparler, ce qui m'a marqué aussi et renforcé dans cette impression que j'avais eue en allant à Madagascar, c'est encore cette pollution qu'on trouve en Inde de façon un petit peu exacerbée même, parce que c'est un pays, comme on le sait, qui est très peuplé, beaucoup plus dense que Madagascar, avec à la fois tous les déchets qu'on voit partout dans la rue et dans les campagnes, et pareil des champs avec des sacs plastiques partout. Et puis l'eau aussi. C'est très impressionnant. Enfin, moi, j'étais à Chennai, donc dans le sud-est de l'Inde, dans le Tamil Nadu. C'est une grande ville à l'époque. Maintenant, ça a encore grossi. Mais bon, à l'époque, c'était, on va dire, 7-8 millions d'habitants. Okay. Donc, c'était pas une très grande ville pour l'Inde. Mais donc, on a des cours d'eau qui se jettent dans la mer. C'est au bord de la mer, Chennai. Et ces cours d'eau, globalement, l'impression que ça fait quand on passe à côté, c'est que c'est des égouts à ciel ouvert. Enfin, okay. Ça pue comme un égout, c'est noir, il y a plein de déchets dedans. Et en fait, toutes les rivières que j'ai vues en Inde ressemblaient à un égout à ciel ouvert. Et donc ça, c'est vraiment très marquant aussi. Et en plus de ça, il y a l'impact social, évidemment, de cette pollution environnementale, puisque les rivières, à côté des rivières, c'est là où sont construits tous les bidonvilles, parce qu'évidemment, personne ne veut habiter là. Et donc, c'est les bidonvilles qui s'y installent, et en particulier dans les villes ou aux abords des grandes villes. Donc, expérience aussi assez marquante, pareil avec cet impact qu'on ressent, je trouve, beaucoup plus qu'ici. Ouais. On le ressentait aussi, pour citer un autre exemple, quand j'y étais, il y avait très souvent des coupures d'électricité. Des power cuts. Ouais. et ça arrive toutes les semaines, quoi. C'était pas quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà. Je dirais que ces expériences à l'étranger, c'est un peu le fait de ressentir un peu dans ses tripes ce genre de choses qui fait que moi, ça n'a fait que me renforcer là-dedans. Et puis après, le fait d'avoir eu l'occasion dans mon travail de faire quelque chose, ça a continué de me renforcer sur le sujet, de voir que les choses avancent doucement, trop doucement par rapport à ce qu'on devrait faire, mais elles avancent quand même. Ça donne envie de continuer. Super, merci beaucoup Clémence pour ta réponse très très transparente, et on sent effectivement que tu as été hyper marquée par ce que tu as pu voir, et j'ai le sentiment que plus en fait tu as avancé dans tes expériences, plus tu voyais que la pollution était partout, et plus quelque part ça t'a lancé dans ce cercle de il faut que j'agisse, et en tout cas merci beaucoup de nous avoir raconté cette histoire. J'ai également vu que tu étais vice-présidente du think tank donc Innovation à Centrale Supélec. Est-ce que tu peux aussi nous en dire un peu plus sur ce que tu fais dans le cadre de cette activité ? Oui, bien sûr. Donc, je suis engagée au sein de la commission innovation de l'association des anciens élèves en fait, de Centrale Supélec. Et donc, c'est une commission qui est assez petite, on va dire, enfin assez modeste, mais qui fonctionne par projet et qui s'intéresse de temps en temps à des sujets qu'elle va prendre à bras-le-corps et sur lesquels elle va organiser soit une conférence, soit une enquête, soit des moments de rencontre aussi pour animer la communauté des entrepreneurs et des innovateurs de Centrale Supélec, et puis plus largement ceux qui sont en contact avec l'école. C'est une façon un peu aussi de give back, quoi, de donner, de passer un peu de temps pour promouvoir et faire rayonner cette communauté
Et donc, à titre d'exemple, il y avait alors j'étais pas encore là à l'époque, mais il y avait un manuel sur l'innovation ouverte qui avait été publié par cette commission il y a à peu près 3 ans. Et puis, quand j'étais là déjà, pour le coup, donc il y a 2 ans, on avait aussi aidé l'école à réfléchir à la façon dont elle allait repositionner son incubateur. Ok. Donc, on avait fait une petite enquête auprès des anciens de l'école qui étaient passés par l'incubateur en mode design thinking. Voilà, collecter tous les feedbacks, on va dire des utilisateurs, des anciens utilisateurs de l'incubateur, et voir ce qu'on peut en retirer comme à la fois pain point, enfin, on va dire point d'amélioration, et aussi qu'est-ce qui marchait bien sûr, etc. Donc on a restitué ça à l'école, et j'ai vu que depuis lors, enfin, après nous on a laissé l'école vivre la suite sur cette histoire-là, mais donc il y a un nouvel incubateur qui a été lancé, qui est plus focalisé sur les deep tech, etc. Ok. Donc ça a beaucoup évolué entre-temps. Et pas plus tard qu'hier, la commission a organisé une restitution d'une enquête qu'on avait fait un petit peu plus tôt dans l'année sur l'innovation de rupture. Comment est-ce qu'elle est perçue en France? Comment est-ce qu'elle est soutenue? Comment est-ce qu'elle pourrait être plus développée, soutenue? Et avec cette idée que il y a des choses qui, qui se font parfois dans d'autres pays. Enfin, par exemple, Stéphane Bancel, qui est un ancien centralien et PDG de Moderna. Bon, Ok. voilà. Bon, on pourrait faire Ouais. ça en France, peut-être. C'est vrai. Mais voilà, il y a tout un tas de... Enfin, je schématise un petit peu là, bien sûr. Mais donc, l'idée, c'est de promouvoir cette innovation de rupture en France. Et donc, une restitution de cette enquête avec un certain nombre de tables rondes et de débats ont été organisés hier, conjointement avec la commission innovation du MEDEF. Ok. Voilà le type d'action que fait cette commission innovation de Centrale Supélec. Bah écoute, super intéressant. Et du coup, j'ai envie de te poser la question, puisque c'est aussi un peu le thème de notre podcast. Est-ce que le thème de l'innovation de rupture a aussi été abordé avec des enjeux de transition environnementale? Alors, ça fait partie effectivement des enjeux. Il y a un certain nombre de startups en fait qui ont été consultées, enfin qui ont participé, de startups licornes, mais bon, plus généralement, c'est une communauté d'innovation qui a été consultée pour cette enquête, avec une partie effectivement, qu'on a regardé un petit peu quels étaient les sujets abordés. Donc la transition environnementale fait partie des sujets qui sont traités par un certain nombre des répondants, mais c'est pas le seul. Enfin, clairement, et puis l'enquête était généraliste, se voulait généraliste, donc pas dédiée à ces enjeux-là. Mais par contre, et ça, je pense qu'on en est tous conscients, l'ampleur on va dire, des crises écologiques qui sont là ou qui sont devant nous, enfin aussi bien sur le climat, sur la biodiversité que sur la pollution, nécessite une implication et un développement de ces innovations de rupture qui sont pas toute la solution. Enfin, moi, je n'ai pas une vision purement solutionniste, on va dire, de la façon dont on pourrait régler ou, voilà, du moins faire avancer le sujet de ces crises écologiques. Mais ça fait partie des solutions, développer des innovations de rupture. Donc, je ne peux qu'encourager les innovateurs à le faire. Bien sûr. Et du coup, ça me donne envie de te demander, c'est quoi pour toi les autres choses sur lesquelles on doit s'appuyer? Alors, il y a plein de choses dont on entend beaucoup parler en ce moment, mais il y a un premier élément qui est la sobriété, qui vient peut-être même en premier lieu, avant même de trouver les solutions pour réduire l'impact de ce qui reste. Et la sobriété, ça veut dire quoi? Alors, peut-être que là, je vais faire un petit point sur ce que je vis là dans mon travail aujourd'hui, si ça te va. Bien sûr. Donc, moi, aujourd'hui, j'accompagne principalement des entreprises, un petit peu des acteurs publics, à se décarboner. Se décarboner, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'une grosse partie des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, en fait, c'est décarboner leur consommation d'énergie. Enfin, c'est le premier levier, c'est là où il y a le plus d'émissions. Et donc, j'accompagne au sein d'une entité qui fait partie du groupe Engie, qui s'appelle Engie Impact, beaucoup de grandes entreprises à cette décarbonation et plus généralement à faire cette transformation vers un développement durable.
Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir et qui en sont à un moment où elles se sont fixées un objectif Ouais. de se décarboner de X% d'ici 2030, aligné avec la science, si possible, une trajectoire 1,5 degré ou 2 degrés. Alors, je suppose là que les auditeurs savent ce que c'est qu'une trajectoire Oui, 1,5 degré ou 2 degrés, mais peut-être que c'est pas si clair. En gros, l'idée, c'est d'avoir une trajectoire de ces émissions de gaz à effet de serre qui respecte les accords de Paris. Et l'accord de Paris, il dit qu'on va limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en 2100 ou alors au plus à 2 degrés. Enfin, bien dans on va dire, le vocable, c'est well below 2 degrees, ou donc bien en dessous de 2 degrés. Donc ça, c'est l'objectif de l'accord de Paris. Et donc, il y a maintenant tout un tas d'outils qui existent pour pouvoir calculer finalement qu'est-ce que je dois faire comme effort, moi, en tant qu'acteur économique, une entreprise ou un acteur public, un industriel, pour respecter cette trajectoire 1,5 et des degrés. Et donc, de combien je dois réduire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ou à plus longue échéance, avec globalement l'idée que tout le monde doit être au zéro net en 2050. Et donc, aujourd'hui, dans mon métier chez Engie Impact, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fixées un objectif en disant « moi, je veux réduire de X en 2030, par exemple ». Et donc, nous, on va les aider à soit déjà se fixer l'objectif si ce n'est pas fait, soit faire la feuille de route, la roadmap pour pouvoir y arriver, soit même aller dans le détail sur... voilà, point par point, comment on va faire. Et donc, pourquoi il y a un lien avec la sobriété, c'est parce que, en fait, quand on regarde les différentes solutions pour y arriver, la première solution, c'est toujours de réduire la demande, sa consommation énergétique. C'est une solution qui est un peu la plus logique et facile, parce que déjà, si on arrive à réduire, on n'a pas besoin de décarboner cette partie-là. Et puis souvent, quand on réduit, même si ça peut... il faut potentiellement investir un petit peu dans des nouveaux équipements, etc. Mais souvent, on a des temps de retour, c'est-à-dire une profitabilité qui est quand même assez intéressante. Et donc, en fait, on va gagner de l'argent, finalement, en réduisant, parce qu'on va payer moins d'énergie. Enfin, c'est logique. Et donc, la première chose à faire, et dans le milieu industriel ou dans le bâtiment, on appelle ça, c'est de l'efficacité énergétique. Et c'est une partie de la sobriété, c'est pas la seule solution, mais c'est une partie qui est qui est la plus facile, je dirais, la plus logique, et donc la première étape. Donc première étape, cette sobriété. Alors après, là, je suis dans le domaine de mon travail qui est plutôt orienté vers les acteurs privés, vers des industriels, etc. Mais on peut aussi penser sobriété, par exemple, dans la conception des produits. De quelle façon je peux penser mes nouveaux produits et services de façon à ce qu'ils soient moins consommateurs de matériaux, de tout type d'entrants, en fait, d'énergie, mais pas que, en fait, de métaux, etc. De façon aussi à ce que ces produits soient le plus recyclables ou réutilisables, ou alors je vais pouvoir les changer à la marge, ce qui fait que je vais l'utiliser autrement. Et donc, c'est toutes les notions aussi d'économie circulaire. Et d'éco-conception et aussi. D'éco-conception, voilà, exactement, qui sont liées pour moi à cette notion de sobriété dont un des volets, ce que je voulais dire, c'est l'efficacité énergétique, mais évidemment, il n'y a pas que ce volet-là. Enfin, la sobriété, elle s'entend sur l'ensemble de ce que je consomme pour produire ce que je dois produire, quoi, mon produit final. J'ai envie de rebondir sur l'efficacité énergétique. Est-ce qu'à un moment, on n'arrive pas en fait à une limite quand on essaye de réduire un process, un objet tel qu'il est? Est-ce qu'à un moment, tu ne te retrouves pas confronté à le maximum des optimisations que tu as pu faire? Alors oui, il y a forcément une limite. Après, on pourrait croire, par exemple, en Europe, qui est un continent qui a déjà mis un peu d'effort sur l'efficacité énergétique, on pourrait croire que tout a été fait. Mais c'est pas vrai. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, je travaille sur des
des usines là qui sont en France, en Pologne, en Roumanie, enfin partout en Europe. Ouais. Bon, j'en ai aussi aux États-Unis, mais il y a encore beaucoup de leviers d'efficacité énergétique qu'on trouve aujourd'hui et dont les industriels sont demandeurs. Après, effectivement, il y a certains, en fait, c'est un grand mot, mais il y a ça veut dire qu'on trouve plein de petits projets à mettre en œuvre. Et donc, il y a certains de ces projets qui vont s'avérer trop coûteux, ça va être rentable en 20 ans, et donc on ne va pas le faire. Donc ça, c'est la première étape. Donc, la deuxième étape, ça va être de se dire, bon, bah, pour ce qui me reste de ma consommation, qu'est-ce que je vais faire pour la rendre moins émettrice en gaz à effet de serre. Donc très souvent, ce qui reste, ça va être la consommation de gaz, rarement de charbon, mais ça peut être le cas. En Pologne notamment, j'imagine. De fuel, ouais. Exactement. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour changer d'une certaine façon cette production d'énergie ? Et c'est là qu'arrive tout le sujet. Alors, il y a plusieurs types de production d'énergie. Donc, soit on consomme de l'électricité, soit on consomme cette chaleur ou ce froid qui est produit à partir du gaz ou autre. Et donc, comment je vais décarboner ces fluides énergétiques, quels qu'ils soient, chaleur, froid, électricité. Là, on rentre dans les solutions qui, aujourd'hui, sont un petit peu plus... qui sont en train de se développer, mais qui ont été moins mises en œuvre jusqu'à maintenant que de l'efficacité énergétique, où il y a déjà eu des premières vagues, et là, on est plutôt dans les deuxièmes vagues. Et donc, qu'est-ce qu'on voit, nous, beaucoup comme type de projet ? On voit déjà beaucoup de projets où on va essayer de produire sa propre électricité avec du solaire, par exemple, sur son propre site. On va utiliser son toit, ses parkings de voitures, voire même de l'espace qui aurait disponible sur le site pour installer des panneaux photovoltaïques et produire sa propre électricité. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très souvent de plus en plus rentable aussi économiquement. C'est-à-dire que cela coûte moins cher de produire sa propre électricité à partir de photovoltaïque, quand le soleil est là, c'est pas en continu bien sûr, mais quand le soleil est là, que d'acheter de l'électricité sur le réseau. Et c'est lié en fait à une tendance qu'on a vue en fait dans la décennie de 2010 à 2020. C'est vraiment la décennie de la décroissance des coûts des énergies renouvelables, en particulier le solaire photovoltaïque, l'éolien sur terre, l'éolien en mer est plus cher mais a aussi baissé, et le solaire aussi thermique, donc production de chaleur à partir de miroirs et ce genre de choses. Ok, ça allait être ma question parce que j'ai l'impression donc, qu'avec ces énergies renouvelables, on va atteindre des niveaux de puissance qui sont quand même plus faibles que ce qu'on peut avoir avec des énergies comme le gaz ou le pétrole, le charbon, etc. Comment on fait justement pour essayer de mettre un maximum d'énergie renouvelable tout en se disant quand même qu'il y a sûrement des procédés qui ne sont peut-être pas substituables? Déjà, il y a beaucoup de marge de manœuvre. Hein. Okay. On est loin d'avoir atteint. On est vraiment très loin d'avoir atteint le maximum de puissance. Et puis, tout dépend de l'usage. Donc, il y a un certain nombre de capacités renouvelables, d'énergie renouvelable, qui sont utilisées sur le réseau électrique. Donc là, le réseau va utiliser cette production d'énergie quand le panneau va produire de l'électricité ou quand l'éolienne va tourner. Donc concrètement, pour alimenter la ville qui va se trouver proche de l'usine ou ce genre de choses. Exactement. Ouais, okay. Pour alimenter, en fait, que le réseau, comme c'est connecté, l'électron en fait va dans le réseau qui alimente ensuite ce qui est connecté. Mais concrètement, oui, ça se fait comme ça. Et il y a un certain nombre maintenant de mécanismes qui existent, notamment sur le plan contractuel, qui permettent à soit un acteur économique, une entreprise, un territoire, soit même un consommateur, de se fournir en énergie dite verte, donc énergie renouvelable, parce qu'on va avoir un système comme alors il faut que je traduise, Power Purchase Agreement, donc un contrat d'achat. Un contrat d'achat d'électricité, tout simplement, verte, donc renouvelable, qui va être signé entre l'industriel, par exemple, et le producteur d'électricité, enfin celui qui a développé et qui opère le champ éolien, par exemple.
au niveau des consommateurs. Enfin voilà, c'est des systèmes contractuels un petit peu différents, mais globalement, c'est ça le principe. Après, donc ça, c'est la solution réseau électrique. Mhm. Et là, le potentiel, il est encore très, très grand. Ok, Donc, ne t'inquiète pas, ça on est marche. loin d'avoir rempli notre quota. Après, il y a beaucoup de débats qu'on voit en France parce que du fait du nucléaire, on a déjà un réseau très décarboné. Donc, est-ce qu'il faut installer des renouvelables ou pas? Bon, ça, c'est un débat très franco-français. Mais dans la plupart des autres pays du monde, il n'y a pas de débat. Enfin, je veux dire, il y a un réseau carboné. Les capacités renouvelables, maintenant, ont énormément baissé en termes de coûts. Donc, c'est une question de temps, d'avoir aussi de trouver les fournisseurs de chaînes d'approvisionnement, de développer les projets, etc., d'avoir les autorisations, d'avoir les permis. Mais il y a énormément de projets qui se développent. Enfin, c'est des centaines de gigawatts chaque année. Donc, il y a un potentiel. Super. Après, quand on parle d'un site, d'un industriel, lui, il a l'option d'aller signer un contrat d'approvisionnement en l'électricité verte avec un fournisseur et donc qui sera produit ailleurs, ce dont on parlait. Il a aussi la possibilité d'installer les panneaux sur son site. Mais effectivement, les panneaux viennent en réduction de sa consommation, mais il ne peut pas être en autonomie avec uniquement les panneaux, enfin, sauf s'il a des batteries, parce que le soleil ne va pas forcément briller quand il a besoin de consommer. Si, je ne sais pas, il produit la nuit, par exemple, voilà, il a besoin d'options à côté. Mais donc voilà, pour décarboner son électricité, il y a quand même ces mécanismes-là, ces contrats d'appro qui existent, d'appro en électricité verte, enfin les deux sont complètement complémentaires, le photovoltaïque. Après, on parle de la chaleur, là on parle du sujet un petit peu plus difficile, parce que globalement, ça, aujourd'hui, on va dire, ça coûte un petit peu plus cher. Enfin, on n'est pas toujours autant se sourcer en électricité verte, installer des panneaux photovoltaïques ou se sourcer en électricité verte auprès d'un fournisseur sur le réseau. Il y a de plus en plus d'avantages à ça, soit en termes de prix, soit en termes même de stabilité du prix. Ok, oui. Puisqu'on va sécuriser un prix sur 15 ans et avec la variation dernière des prix de l'énergie, ça peut avoir un intérêt en fait de sécuriser un prix sur 15 ans. Carrément, Donc c'est des solutions maintenant qui... En fait, d'ailleurs, pour répondre un petit peu à ta question, ce qui manque, c'est pas la demande. C'est l'installation de capacités renouvelables qui ne va pas assez vite par rapport à la demande. Ok. Donc c'est plutôt le fait d'avoir suffisamment d'acteurs et d'aller assez vite dans ces installations et dans le développement de ces projets. Mais donc ensuite, l'industriel ou même le bâtiment, je ne sais pas par quoi, là on n'a pas de chauffage, mais il y a peut-être une chaudière gaz dans ce bâtiment. Ouais. Donc pour le chauffage, comment on fait? Alors aujourd'hui, on est maintenant arrivé à un moment où il commence à y avoir des solutions qui commencent à être à égalité, on va dire, avec continuer à se fournir, à se chauffer, on va dire, avec une chaudière gaz. Soit parfois sont un petit peu moins chers, mais ça dépend vraiment des pays. Donc c'est plutôt un sujet sur lequel, moi je fais beaucoup d'études, en fait, j'aide beaucoup d'entreprises en fait à regarder ce qu'elles peuvent faire, combien ça va leur coûter, quelle est la façon optimale en fait, quels équipements elles doivent changer, etc. Et puis on voit des projets qui sont mis en œuvre, mais on n'est pas encore passé à l'échelle sur la quantité de projets qui potentiellement peuvent être mis en œuvre. Donc on est dans un stade un petit peu, on va dire, moins mature, mais qui est en train de maturer très vite. Un peu malheureusement en Europe à cause de la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix d'énergie qu'elle a entraîné. Mais c'est un sujet qui mature et qui mature rapidement. Donc là, les solutions, elles existent aussi. Aujourd'hui, c'est aussi, je pense, un message que je voudrais passer. Ouais. C'est qu'il ne faut pas attendre. Il y a des choses qui existent aujourd'hui et ne pas se dire, oh là là, c'est trop dur, on ne va jamais y arriver. Non, non. Et donc, par exemple, pour cette chaleur, il y a des solutions comme des solutions d'électrification, c'est-à-dire utiliser, par exemple, des pompes à chaleur.
qui vont permettre de produire cette chaleur à la place d'une chaudière gaz. C'est des choses qu'on voit dans le bâtiment et notamment pour les particuliers se développer de plus en plus. Et donc pour l'industrie également ? Et pour l'industrie également. Alors évidemment, comme cette pompe à chaleur, elle va consommer un peu d'électricité. Il faut que l'électricité soit verte. Sinon, si on a une électricité principalement carbonée, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais donc, il faut se sourcer aussi en électricité verte. Mais moi, je trouve peut-être que je vais... c'est un petit peu caricatural, mais c'est magique, les pompes à chaleur. En fait, c'est un équipement qui a un rendement supérieur à 1. Ça veut dire qu'il est efficace à 300%, 400% suivant la technologie, parce qu'il va utiliser pas uniquement de l'électricité pour marcher, mais aussi une source de chaleur, qui peut être l'air ambiant ou qui peut être de l'eau qu'on va maintenir à une température constante parce qu'on va faire passer des tuyaux dans le sol, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc, on a un équipement qui va décarboner, mais qui en plus va être très efficient. Qui va consommer par rapport à une chaudière gaz qui va avoir un rendement, de 90% en gaz, là on a 300% en consommant l'électricité. Effectivement, donc, c'est hyper efficace. C'est quand même efficace. Donc voilà, on a des solutions qui se développent aussi bien pour l'industrie que pour le bâtiment en particulier et qui maintenant sont en train d'exploser. Et c'est très bien. Ça se déploie vraiment à grande échelle et il y a de plus en plus, même pour les particuliers, d'installateurs, d'entreprises qui proposent ça. On a par exemple aussi des solutions autour de la bioénergie, de la biomasse. Avoir une chaudière biomasse qui va brûler des granulés de bois. C'est maintenant des énergies qui en fait, quand on regarde avec les prix de l'énergie actuelle, on commence à être de plus en plus rentable. Donc, les solutions existent, elles demandent qu'à être déployées. Évidemment, comme je le disais, sur cette chaleur, on arrive au point de bascule d'une certaine façon. Donc, c'est pas encore, si on regarde les chiffres aujourd'hui, on va pas, c'est pas encore partout, mais on est à un moment intéressant. Et qu'est-ce qu'il manque, selon toi, justement, pour qu'on passe ce point de bascule et qu'on soit vraiment un passage à l'échelle ? Alors là, je vais répondre sur un sujet que je connais moi, parce que c'est celui de mon quotidien. Et je pense que la réponse n'est pas exactement la même suivant les secteurs. Mais sur le secteur industriel, un des éléments qui manque, c'est d'aborder cette transition écologique et en particulier cette réduction des émissions de gaz à effet de serre de façon holistique. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de clients, en fait, d'entreprises qui se sont fixés cet objectif, etc. Mais si elles émettent du carbone aujourd'hui, si on fait une analyse financière d'un projet de pompe à chaleur, biomasse ou quoi, il n'y a pas de pénalité au carbone qu'elles émettent aujourd'hui. Il n'y a pas une taxe carbone. Il y a quelques industriels, il y a un certain nombre d'industriels au-dessus d'une certaine capacité, donc c'est 20 MW thermiques qui sont soumis au marché européen de quota carbone et donc qui ont, c'est pas une taxe, mais bon, l'équivalent, on va dire, d'une taxe, ils ont un prix, une valeur de ce carbone. Donc, quand on fait l'analyse financière un peu classique qui souvent se base sur des analyses de type taux de retour sur investissement, temps de retour, etc. Je regarde combien j'investis au début, combien je vais gagner, et puis en combien d'années, en gros, j'ai remboursé mon investissement. Et donc, ces analyses financières, quand on est soumis à un prix du carbone, là, on peut voir une certaine rentabilité, parce que l'émission de gaz à effet de serre est, entre guillemets, pénalisée financièrement. Mais pour tous les autres projets, pour tous les autres sites industriels, pour le bâtiment, chez les particuliers ou dans les administrations publiques, peu importe, pour le bâtiment pour lequel aujourd'hui il n'y a pas de prix à ce carbone. Si on fait une analyse financière classique, forcément par rapport à garder la chaudière qui tourne déjà, installer quelque chose de nouveau, le rentabiliser en un certain nombre d'années, il n'y a pas de compétition à armes égales. Ouais, c'est juste une contrainte en fait. C'est une contrainte en plus. Alors moi, ce que je fais beaucoup avec mes clients, c'est de leur dire, essayez de
je sais que c'est pas facile, mais de sortir cette notion du taux de retour sur investissement et regarder au global. Regardez votre chaudière gaz aujourd'hui. Ok, vous n'avez pas à investir dedans, mais peut-être mettons dans 10 ans, vous allez, faisons le cas, vous en rachetez une dans 10 ans, vous la remplacez. Et puis aussi, regardez le prix du gaz que vous payez. C'est des notions qu'on appelle le total cost of ownership. Je regarde sur les 10 prochaines années quels sont l'ensemble des investissements que j'ai à avoir et quels sont l'ensemble des coûts d'opération, les OPEX, que je vais avoir pour pouvoir opérer cet équipement-là, enfin cette énergie-là. Et si je prends ce total cost of ownership et que je le compare à... maintenant, je prends ma pompe à chaleur ou ma chaudière biomasse. Donc, ok, je vais regarder sur 10 ans. Donc, certes, il y aura un CAPEX. Mais après, ma pompe à chaleur, je vais consommer de l'électricité. Et je vous ai dit, il y a un rendement donc, qui est très élevé, qui peut être des 300%, 400%. On parle de coefficient de performance, de COP, qui peut être de 3 ou 4. Et donc, je vais consommer beaucoup moins d'électricité. Donc, si je mets là-dedans maintenant, je regarde le coût d'électricité que je vais acheter, qui est 3 ou 4 fois moins en quantité d'énergie, donc en mégawattheure, que le gaz que je vais consommer. Là, l'équation, elle commence déjà à être un petit peu différente. J'ai même pas eu besoin de factoriser le coût du CO2, le coût émis par ma chaudière gaz. Donc, c'est aussi un peu un sujet, en fait, la transition écologique, c'est aussi un sujet de transformation. Parce que dans les entreprises, on a une certaine façon de voir les choses, d'évaluer les choses. Et en particulier, une certaine façon d'évaluer les investissements sur le plan financier, qui est établie partout, qui est la même partout. Et donc, de quelle façon est-ce qu'on peut essayer de voir les choses différemment ? Parce que, en fait, après, le total cost of ownership, il est pertinent puisqu'il montre tout ce qu'on va payer sur 10 ans. Et c'est une donnée qui est quand même comprise par l'entreprise, c'est quand même assez compréhensible. Oui, bien sûr. Mais ça nécessite une transformation au sens où du coup, il y a une certaine gouvernance déjà établie dans une entreprise, une certaine façon de travailler. Il y a par exemple des comités qui vont décider d'un investissement ou non. Et ils ont des modèles qui guident la façon dont ils vont évaluer les investissements ou non. Ce modèle, il va dire, voilà, vous devez calculer le TRI, donc taux de rendement interne du projet, etc., quel est le temps de retour, ce genre de choses. Mais ils ne disent pas, vous devez calculer le total cost of ownership. Et donc, ça nécessite un peu une transformation de la façon dont on évalue, on fait les choses. Ça, c'est la première chose. Et ça nécessite aussi d'engager les fonctions de l'entreprise de façon très large. C'est-à-dire... par exemple, dans une entreprise, la direction développement durable, elle, en général, c'est l'un des moteurs clés de cette transition écologique. Elle a une compréhension des sujets, elle a une connaissance qui est souvent la plus pointue ou l'une des plus avancées de ces sujets-là dans l'entreprise. Mais en fait, pour pouvoir faire cette transformation écologique, il faut que à la fois la fonction financière, la fonction achat, la fonction performance industrielle, la fonction stratégique, que l'ensemble des fonctions un peu régaliennes de l'entreprise comprennent aussi, se saisissent du sujet, changent leur façon de travailler ou d'évaluer les projets. Et ça, c'est pas si simple. C'est un peu comme la transformation digitale, la transformation écologique. Elle doit aussi advenir dans l'entreprise. J'en parle parce que c'est le sujet que je connais le mieux, mais on peut faire le parallèle dans le secteur public, au sein des administrations de l'État, sur la façon dont on évalue les politiques publiques, par exemple. Donc c'est aussi pour ça que c'est parfois un petit peu lent par rapport à ce qu'on voudrait, c'est que ça nécessite un changement qui est plutôt de l'ordre systémique dans l'entreprise et plus généralement dans la société. Écoute Clémence, on vient de faire une grande partie là, on a vraiment plongé dans les enjeux de la décarbonation. Je pense qu'on peut dire qu'on est un peu rentré au cœur du sujet. Merci beaucoup pour tes explications et j'espère que pour nos auditeurs, la décarbonation est un peu plus
concrète que ça ne l'était au début du podcast. Dans ce podcast, donc on parle bien sûr des enjeux de transition environnementale, mais on parle également du futur désirable. Tu l'as vu, c'est le titre de notre podcast. On a décidé de faire l'analogie avec le Petit Prince pour s'autoriser à aller chercher dans des imaginaires plus ou moins lointains. Et du coup, je te pose la question que je t'ai également posée en amont de ce podcast. Et du coup, qu'est-ce qu'elle t'a provoqué cette question, Clémence? Quel est mon futur désirable, c'est ça? Quel est ton futur désirable? Alors, je ne sais pas si je suis dans Le Petit Prince, mais moi, j'ai un souhait qui est très simple, en fait. Hein. C'est tout simplement que on utilise notre intelligence humaine à bon escient. Ok, tout simplement. Tout simplement. Parce qu'on en a une et qu'on a des vrais enjeux, comme je disais, de transformation. Et puis, on va avoir aussi des enjeux de restauration de nos écosystèmes. On va avoir des enjeux d'adaptation parce qu'il y aura quand même des choses qui vont se passer. Et donc, on utilise notre intelligence humaine à bon escient pour la mettre au service. Alors, évidemment, moi, je suis plutôt sur le sujet de l'environnement, mais au service des crises environnementales auxquelles on fait face aujourd'hui. Aujourd'hui, on consomme à peu près une planète 6 au global, ce qui n'est pas soutenable, évidemment. On a donc ce changement climatique sur lequel, du coup, je mets pas mal d'énergie, en tout cas, c'est le cas de le dire, Oui. pour la décarboner, justement. Il y a aussi le sujet de la biodiversité, sur lequel j'ai lu il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, je crois que c'était dans le cadre du programme des Nations Unies sur l'environnement, qu'en restaurant 15% ou en arrêtant, on va dire, de détruire 15% des écosystèmes, on pourrait prévenir 60% des extinctions d'animaux. Enfin, c'est incroyable, enfin, d'animaux ou d'insectes, etc. Donc, il y a des leviers quand même incroyables. Enfin, je veux dire, avec des effets hyper conséquents. Des effets très conséquents. On est intelligent, mettons-la au service de ce qui est important et important pour nous, parce que on parle évidemment de notre planète, la seule planète vivable qu'on connaisse aujourd'hui, et pour longtemps, je pense, et donc préservons-la. On parle aussi, toujours sur le sujet de la biodiversité, il y a énormément de choses à faire dans le domaine de l'agriculture. Par exemple, on a 80% des terres agricoles qui sont dédiées au bétail, qui produisent 20% des calories. Bon, est-ce que c'est vraiment optimal cette affaire-là ? Et puis, on en a parlé au début, la troisième crise sur laquelle j'aimerais bien qu'on mette notre cerveau en marche, c'est celle de la pollution, la pollution de l'air, qui impacte de nombreuses personnes à travers le monde. Hein. Il y a plein de pays où il n'y a même pas de réglementation vraiment sur le sujet. La pollution des eaux, j'en ai parlé avec mon exemple en Inde, bien sûr, et plus généralement les déchets. Encore une fois, si on continue comme on le fait aujourd'hui, on va produire 3 fois plus de déchets, enfin pas produire, on aura 3 fois plus de déchets dans l'eau, dans les océans, qu'on en a aujourd'hui, donc à l'échéance 2040. Et je trouve que y avait il n'y a pas longtemps les 50 ans de la conférence de Stockholm sur l'environnement, et donc qui était à Stockholm, je crois que c'était le 5 juin, donc vraiment très récent. Et déjà le motto de la conférence de Stockholm il y a 50 ans, c'était une seule terre. Oui. Donc, c'était il y a 50 ans. On le sait, tout ça. Il y a 50 ans, il y avait le rapport Meadows sur les limites planétaires. On le sait. On a plein de gens qui ont étudié ce sujet-là. Enfin, je veux dire, il y a plus à débattre, en fait. Donc, de quelle façon on peut mettre notre intelligence humaine au service de ce futur désirable ? Et comme j'ai dit, il y a plein de leviers dans ce futur désirable. Et donc, voilà, mon rêve, du coup, il est assez simple par rapport à ça. Alors, maintenant, comment on fait ? C'est une très bonne question. Je vais faire les questions à ta place, vas-y. Mais voilà, ça paraît simple à dire. Maintenant, comment est-ce qu'on y arrive ? Parce que si c'était simple, on l'aurait déjà fait, j'espère. Et comment on arrive finalement à se réinventer ? Alors, déjà, peut-être un élément positif, c'est que
il y a ces notions de point de bascule. Alors, le point de bascule dans le sens négatif, si voilà, on a un impact climatique tellement trop important qu'il va y avoir des réactions en chaîne, mais aussi dans le sens positif. C'est-à-dire un peu la théorie empirique, je crois, c'est de dire que s'il y a 10% des personnes qui adoptent un certain comportement, oui, on bascule vers un changement systémique. Et donc, à la fin, l'ensemble des personnes, ou presque, vont adopter ce comportement. Donc, comment est-ce qu'on peut... Donc, 10%, voilà, c'est pas 90%, quoi. Donc, enfin, ça paraît atteignable. Ça paraît atteignable. En tout cas, moi, ça me paraît atteignable. Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on peut atteindre ce point de bascule de façon à ce que on ait 10% des personnes qui maintenant mettent leur intelligence à créer du progrès environnemental et du progrès social. Enfin, je pense que les deux vont de pair. Bien sûr. Sur ces sujets-là. Alors, enfin, je sors un peu de mon domaine de compétences, mais moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a un an, j'ai lu un livre de Éloi Laurent, qui est professeur d'économie, qui est un économiste professeur à Sciences Po, qui a écrit un livre qui s'appelle « Sortir de la croissance ». Okay. Alors, ça paraît un petit peu provocateur dit comme ça, mais en fait, ce qu'il discute, le propos du livre, c'est de dire de quelle façon... Enfin, en fait, c'est de constater déjà que l'indicateur classique de mesure de la croissance, donc l'augmentation du PIB, du produit intérieur brut, c'est un indicateur qui est imparfait. Et ça, d'ailleurs, il y a plein d'économistes qui l'ont dit, Stiglitz, enfin, qui l'ont dit depuis très longtemps, en fait. Ouais. Parce que, par exemple, si on détruit la forêt, si on crée de la pollution d'une façon générale, on augmente le PIB. Si on crée de la richesse pour un individu en laissant les 1 million à zéro, on augmente le PIB. Donc, aussi bien sur le plan de nos ressources qui sont importantes, enfin les forêts c'est important pour qu'on respire par exemple, que sur le plan de même social, cet indicateur il est extrêmement imparfait parce qu'il ne mesure pas du tout notre bien-être. Et donc mon premier espoir c'est que collectivement, aussi bien l'ensemble des acteurs économiques que les acteurs publics, on arrive à switcher progressivement vers d'autres indicateurs qui vont mieux mesurer le bien-être humain, la soutenabilité environnementale, mais aussi sur le plan social. Et je dirais que moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que justement, dans cette conférence, il y a quelques jours du Programme des Nations Unies sur l'environnement, Antonio Guterres, qui est quand même, oui, à la tête de l'ONU, a dit il faut sortir du PIB. Donc, c'est pas juste des personnes un petit peu folles qui racontent ça maintenant. Enfin, je pense que c'est un sujet sur lequel le consensus, doucement, est en train de se créer. Ça crée beaucoup d'espoir parce qu'on est quand même un petit peu coincé depuis 50 ans, 100 ans sur cette histoire de PIB. Et donc, c'est pour ça que j'ai de l'espoir quand même sur le fait qu'on mette notre intelligence à bon escient. Et donc, une fois qu'on arrive déjà, c'est pas l'unique façon de faire, mais je pense que c'est un des gros éléments bloquants aujourd'hui, d'avoir cet unique indicateur-là comme mesure de notre soi-disant bien-être, quoi. Et en particulier sur le plan de la transition écologique. Parce que vraiment là pour le coup on ne tient absolument pas compte des ressources qu'on utilise, elles sont considérées comme illimitées et finalement on considère que la Terre a une capacité à absorber les pollutions qui est illimitée, ce qui est évidemment complètement faux. Donc ça c'est le premier espoir que j'ai dans ce futur désirable, et ce que je veux dire aussi c'est que peut-être ce futur il est pas si lointain. Yes. En tout cas c'est mon espoir. C'est l'espoir que m'a donné Antonio Guterres il y a quelques jours. La deuxième chose dans notre futur désirable peut-être c'est d'investir notre argent, notre temps, notre énergie d'une façon générale au bon endroit. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça peut vouloir dire n'importe quel employé dans son entreprise. Enfin, il n'y a pas besoin de travailler dans la transition écologique, je pense.
peut faire quelque chose, même si c'est une petite action, un petit geste, mais peut faire quelque chose. Par exemple, si je travaillais dans la grande consommation, je vends, je sais pas, des gâteaux pour enfants. Moi, j'en achète plein pour mes garçons. Ils sont emballés de 50 000 plastiques qui ne servent à rien du tout. Comment c'est possible aujourd'hui qu'on nous propose ça, en fait? Ça sert à personne. Effectivement. Donc, moi, si je travaillais dans la grande consommation et je suis, je sais pas quel département fait ça, dans la conception des produits, dans le marketing, je peux peut-être apporter des idées, apporter des propositions pour changer la façon dont mon produit est fait. On reparle de l'éco-conception, mais là, vraiment, on est sur... enlever le plastique, quoi. C'est une éco-conception, je dirais, de base. C'est assez marrant que tu nous cites l'exemple des gâteaux, parce que juste avant, en fait, on a échangé avec quelqu'un de l'industrie du packaging qui nous expliquait à quel point, en fait, le packaging avait aussi une vertu de protection sur le produit. Et c'est moi quelque chose que j'avais pas trop en tête, parce que comme toi, je me dis souvent, oulala, tous ces emballages, c'est beaucoup trop. Mais je pense effectivement qu'il y a un juste milieu à trouver et un juste équilibre, en fait. Ouais, exactement. Alors oui, évidemment, je suis pas de ce secteur-là, donc il y a certainement plein de choses à y répondre. Mais par contre, tous les petits emballages dans le grand emballage, je pense qu'il y a des optimisations à faire de toute façon. Le message est clair. Qu'on mette aussi alors là, voilà, c'était un exemple de peut-être quelqu'un qui était dans une entreprise, alors dans la grande consommation, mais il y a plein de choses à faire pour les consommateurs, pour leur fournir une offre avec moins de plastique, mais avec voilà, plus éco-conçu, avec peut-être plus de circularité. L'Europe récemment vient de faire passer une réglementation de façon à uniformiser tous les chargeurs. Oui. Voilà, peut-être que ça va faire moins de déchets électroniques, et c'est très bien. Les transports aussi, si je travaille dans un organisme public dans l'État, de quelle façon je peux favoriser des transports type ferroviaire, qui en tout cas en France est beaucoup, beaucoup moins émetteur que la route ou que l'avion, alors qu'on a eu des politiques qui ont plutôt développé la route et l'avion depuis un certain nombre d'années. De quelle façon, en tant que particulier, à un moment, alors évidemment, il faut avoir les fonds pour ça, mais il y a de plus en plus d'aides. On parlait des pompes à chaleur. Oui. Peut-être je peux remplacer, si j'ai une chaudière fuel, maintenant, il n'y a plus trop le choix, ou ma chaudière gaz par une pompe à chaleur qui, en fait, va très vite, finalement, me faire des économies. En tant qu'entreprise aussi, on parlait de la biodiversité. Protéger les espaces naturels, pour moi, c'est un élément clé, à la fois pour nous aujourd'hui et pour nos enfants, d'une façon générale. Et de quelle façon, quand je fais un projet, je peux adjoindre à ce projet une zone de protection, non seulement limiter au maximum mon impact sur la biodiversité, mais aussi en profiter pour investir, pour créer des endroits, des espaces naturels qui vont permettre de préserver les espèces. Et c'est vraiment, on a besoin, par exemple, des pollinisateurs pour nous manger, pour notre propre agriculture. Donc, complètement. de quelle façon on peut aussi leur donner des espaces de façon à ce qu'ils puissent se reproduire, etc. Donc, pour moi, c'est le deuxième point, au-delà de changer d'indicateur, c'est investir au bon endroit, soit notre argent, notre énergie. Et ça, je pense qu'on peut tous le faire d'une façon ou d'une autre. Et même à petite échelle, c'est pas grave. Dans notre travail, il n'y a pas besoin de changer de métier. Si on veut pas changer de métier, c'est pas grave. Mais il y a certainement des idées. Et si c'est simplement sensibiliser ses collègues, se former à la fresque du climat, par exemple. Il y a maintenant la fresque de la biodiversité, etc. Oui. De façon à pouvoir sensibiliser ses autres collègues. C'est super. Je veux dire, toutes ces petites actions, elles comptent énormément. Exactement, il n'y a pas de petits pas. Il n'y a pas de petits pas, exactement. Donc voilà, de quelle façon on peut utiliser notre intelligence dans ce sens-là. Et c'est une bonne transition. Je pense qu'il y a un autre dans le futur, j'espère pas si lointain que ça, c'est l'éducation et la sensibilisation à ces sujets.
Donc on en a parlé au début du podcast. Il y a maintenant de plus en plus d'écoles, enfin dans les études supérieures, d'occasions de parler de changement climatique, de transition énergétique, de crise environnementale. Et c'est très bien, il y a encore beaucoup de choses à faire. Toutes les formations supérieures n'ont pas accès à cela. Et puis, sans doute, là je suis moins une spécialiste, mais quand même de ce que je vois, en tout cas de mes enfants aujourd'hui ou dans les médias, à l'école, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire pour sensibiliser nos enfants, sensibiliser même nos grands-enfants, parce que j'ai vu récemment des choses qui étaient un petit peu étranges, on va dire, sur les sujets du bac éco. Oui. Mais voilà, de quelle façon est-ce qu'on peut introduire ces limites planétaires, ces enjeux qui sont quand même des enjeux majeurs pour notre espèce humaine, dans l'éducation de nos enfants. Donc, moi, je le fais un peu naturellement avec les miens, qui sont d'ailleurs intéressés de savoir qu'est-ce que tu fais dans ton travail, etc. On fait le potager ensemble et puis plus généralement, on parle de tout ça. Alors, il ne faut pas trop les stresser non plus. C'est justement une question que j'avais, en fait. Désolée de te couper, mais j'avais cette question pour toi. En tant que maman, comment tu fais pour gérer justement cette question qui peut parfois faire peur aussi, hein. En tant qu'adulte, on peut être aussi hyper apeuré parfois par l'ampleur du problème. Comment tu fais pour préserver la naïveté et le rêve quelque part des enfants, tout en quand même éveillant leur sensibilité à ce sujet? Ouais, effectivement, c'est un équilibre pas facile. Ouais. Après, on n'est pas obligé de tout raconter de façon très crue aux enfants non plus. Oui, j'imagine. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour les sensibiliser qui sont pas stressantes. Enfin, juste, je sais pas moi, les gestes de base, hein, éteindre la lumière, le tri, etc. Et puis, effectivement, avec le plus grand, on a déjà parlé de changement climatique. Alors moi, je crois que j'ai une approche peut-être optimiste par nature, c'est-à-dire que étant dans l'action et considérant que tout le monde peut agir, je lui dis, moi j'y travaille, il y a plein de gens qui y travaillent, et puis toi plus tard, si tu as envie de faire quelque chose, tu pourras faire quelque chose, mais on reste pas les bras à rien faire. Et puis, voilà, on en parle un petit peu sans non plus trop insister et vouloir trop les stresser. Mais bon, moi, je pense que c'est important de leur donner une sensibilité déjà à l'impact de ce qu'on fait. Enfin, mon petit de 4 ans, lui, il laisserait l'eau couler. Naturellement, il va pas forcément penser que là ça consomme de l'eau. Non. Ouais, c'est des réflexes à acquérir en fait. C'est un peu des réflexes, donc simplement expliquer et puis en parler quand ils ont envie d'en parler ou quand ils ont entendu quelque chose à l'école aussi. Ça se passe souvent comme ça. Okay. Un copain a dit que, la maîtresse a dit que, et donc du coup on en parle. Et puis beaucoup avec cette approche. Moi, c'est pour ça que c'est super que vous parliez de futur désirable. Moi, je pense vraiment qu'on peut faire quelque chose et qu'il y a déjà beaucoup de solutions qui existent. Et donc, c'est plus une façon de lancer, c'est de passer cette barre des 10%. Quoi. Ouais. Donc, lançons les choses, engageant de plus en plus de monde pour atteindre les 10%, et on peut faire quelque chose. Peut-être ce qui manque, par contre, aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas un imaginaire collectif. On n'a pas. On a quand même cette notion de progrès, etc. Mais j'ai l'impression que cette crise climatique, elle crée ces sentiments justement de peur, de oh là là, ça va vraiment dans le mauvais sens. Et donc je trouve qu'on a un petit peu du mal à créer un imaginaire collectif de montrer comment on peut y arriver, comment la vie aussi pourrait être meilleure après ça. Et peut-être que oui, si on arrive à vraiment s'attaquer au sujet de la biodiversité, on va avoir des campagnes avec beaucoup plus d'insectes, beaucoup plus d'animaux que... moi, j'ai un petit peu vécu dans les années 80 et j'avais l'impression qu'il y avait des insectes partout et des papillons partout, mais peut-être qu'étant petite, c'était juste une impression. Je crois que ce n'est pas une impression, Clémence. Ça a vraiment drastiquement disparu. Exactement. Et donc, on peut recréer, et peut-être assez vite, parce que la nature se reconstitue
a tendance, si on lui laisse la place, à se reconstituer assez rapidement. En tout cas, c'est visible d'année en année pour un être humain. Et donc ça, c'est important que ce soit visible. Et donc, recréer cette campagne agréable, par exemple, ça, c'est peut-être un imaginaire collectif sur lequel on pourrait insister plus. J'ai vu que Cyril Dion, je crois, lance ou va préparer des films justement pour mettre en scène cet imaginaire collectif positif de la transition environnementale. Et ça, je pense que c'est absolument important aussi. Donc que le cinéma, que les cinéastes s'en saisissent, peut-être que les écrivains s'en saisissent aussi. C'est pour moi l'un des leviers vraiment importants, plutôt que de faire des dystopies Ouais. qui vont pas forcément dans le bon sens. Mettons aussi notre intelligence à nous créer un futur désirable. Et l'être humain est bien dans la nature. Je connais peu de gens qui me disent des arbres. Non, bien sûr. En général, évidemment. Mais donc, ça peut créer un bien-être. Vraiment un repos, un bien-être. Et donc, mettons notre imaginaire dans ce sens-là. Donc voilà, c'est un peu les différents actions ou les différents espoirs que j'ai pour ce futur désirable qui, tu l'as compris, serait beaucoup plus sobre, beaucoup plus vert, beaucoup plus aussi avec une nature et une biodiversité le plus possible restaurée. C'est ça mon futur désirable. Écoute Clémence, c'est assez incroyable parce que tu m'as fait toute la réponse en faisant tes rebonds et en expliquant les solutions. Donc c'était assez magique en fait ce qui s'est passé. Je sens que tu as été vraiment hyper inspirée et ce qui est super agréable, c'est que tu as un message plein d'espoir et d'énergie. On sent que tu y crois et ça c'est vraiment top. Donc oui, sur le quoi et le comment, je pense qu'on arrive un peu à se projeter dans ce futur désirable et j'ai vraiment l'impression que la clé de voûte, c'est vraiment l'intelligence qui doit toucher le plus de monde. Et ce que je retiens aussi de ce que tu viens de nous dire, c'est que il n'y a pas de petits gestes. Donc c'est vraiment un message qui pousse à l'action et c'est aussi un des objectifs qu'on avait avec ce podcast. Donc je te remercie vraiment d'avoir porté ces messages que j'ai sentis hyper sincères et plein d'ondes très positives. Un grand merci. On arrive bientôt déjà à la fin de ce podcast. La discussion est vraiment passionnante, mais malheureusement on va devoir arriver à la fin. J'ai envie de te demander, tu es quelqu'un qui écoute beaucoup de podcasts, tu me l'as dit juste avant de commencer cet épisode, tu m'as aussi cité en auteur un livre que tu avais récemment lu. Est-ce que tu aurais une recommandation à faire à nos auditeurs d'un ouvrage qui t'a particulièrement marqué, que tu as particulièrement apprécié ? Bien évidemment en lien avec la transition environnementale. Oui, alors j'ai pas envie de... Désolée, je vais pas répondre exactement à ta question. Vas-y, sortons du cadre. Sortons du cadre. En fait, moi, si c'est la conclusion, j'aurais 2 recommandations. Alors, plutôt que ouvrage, je recommanderais bien, parce que moi, je le trouve vraiment bien fait, le podcast Dernière Limite, de Audrey Boly, qui est journaliste scientifique et qui, entre guillemets, mène l'enquête 50 ans après le rapport Meadows, donc qui était une étude du MIT, une université américaine très connue, qui a pour la première fois modélisé, développé un modèle économique qui prend en compte les limites planétaires. Qui s'appelle d'ailleurs les limites à la croissance. Voilà, exactement. Donc moi, je recommanderais ce podcast parce que, alors je ne les ai pas du tout tous écoutés, j'en ai encore plein à faire, mais les premiers épisodes m'ont vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et le deuxième, on en a déjà un petit peu parlé, j'ai lu quelques autres livres sur le changement climatique, etc., mais l'ouvrage quand même qui n'était pas lié au changement climatique, qui m'a beaucoup marqué récemment, c'était celui d'Éloi Laurent, dont on en a déjà parlé, Sortir de la croissance. Ouais. Exactement, parce qu'il montre vraiment qu'il y a déjà tout un tas de façons de faire, d'indicateurs qui existent pour mieux mesurer notre bien-être, pour mieux mesurer notre soutenabilité environnementale, pour mieux mesurer aussi notre résilience aux impacts, notre adaptabilité, etc. Et en fait, c'est un sujet qui est déjà très réfléchi par
pas que par Éloi Laurent, par les économistes d'une façon générale. Et franchement, j'ai trouvé cet ouvrage passionnant parce qu'il m'a ouvert, moi je ne suis pas du tout économiste de formation, donc il m'a ouvert tout un horizon à plein d'espoir en fait, que je ne connaissais pas et j'en conseille la lecture, ne pas s'arrêter au titre, mais vraiment ouvrez l'ouvrage. Ok, super, merci pour ces recommandations. On vous mettra bien évidemment toutes les recommandations dans la description du podcast. Et on en arrive à notre avant-dernière question, j'en ai encore une. Si Clémence, tu pouvais donner un conseil à la toi d'il y a 20 ans, donc au début de ta vie professionnelle, lequel ce serait ? Alors, c'est une bonne question. J'ai des questions difficiles, oui, on me le dit souvent. Conseil à la moi d'il y a 20 ans. Peut-être de pas changer d'avis par rapport au choix que j'ai fait il y a 20 ans. Ok, on garde les mêmes. Voilà, ça fait un peu la fille qui reste dans son truc, mais ouais, non, je regrette rien, c'est clair. Ouais. Et aussi de pas perdre espoir, parce que je dirais qu'au début, c'est pas que les débuts ont été difficiles, mais bon, enfin, j'étais un peu la seule l'écolo de service dans mon groupe d'amis, on va dire. Et puis, bon, c'était, enfin, le choix que j'ai fait professionnellement n'était pas la voie royale, les métiers les plus prestigieux, etc. Et puis, au début, bon, dans le secteur où j'étais, dans le secteur des énergies renouvelables, c'était pas facile. Enfin, on avait du mal à sortir les projets, etc. Donc, ne pas perdre espoir parce que les choses évoluent. Ouais. Elles évoluent à leur rythme, certes, mais elles évoluent, elles s'accélèrent maintenant. C'est très impressionnant. En gros, dans les années, la décennie 2000 à 2010, pour moi, ça a été la décennie de la prise de conscience. Je t'ai parlé de mon séjour en Inde. Quand je suis revenue, il y avait eu Une vérité qui dérange de Al Gore qui était sortie. Et là, j'ai trouvé plein de gens autour de moi qui, en fait, commençaient à être conscients, tu vois, de la crise climatique, du sujet, etc. Et déjà, ça, c'était une chouette nouvelle, c'était impressionnant. Et j'étais passée à côté parce que, bon, en Inde, c'était pas un sujet dont on avait parlé. Oui. Mais donc, de découvrir finalement ça en rentrant, déjà, prise de conscience, pas de toute la population, évidemment, mais d'un certain nombre de gens, plus qu'avant, du moins, c'était une chouette découverte. Et on en revient du coup à l'importance du cinéma et des artistes dont tu parlais tout à l'heure dans ton futur désirable. Exactement, ils ont une force de frappe impressionnante auprès du grand public notamment. Donc je ne peux que les encourager à continuer et à devenir plus nombreux. Et puis la décennie 2010 à 2020, c'est la décennie de l'accélération des solutions au sens qui sont devenues plus économiquement viables et donc qui permettent aujourd'hui, dans notre décennie actuelle, d'avoir des solutions. Comme je disais, les solutions existent. Il faut les mettre en œuvre, peut-être parfois changer notre façon d'évaluer les choses, de les regarder, changer notre regard en fait. Mais il y a des solutions et mettons-les en œuvre. Et donc, voilà ce que je dirais à la Clémence du début des années 2000, fraîchement ingénieure, c'est ne perds pas espoir. Au contraire, les choses vont changer, les choses vont s'accélérer et je pense qu'elles vont s'accélérer de plus en plus. Donc je pourrais garder le message même aujourd'hui pour les personnes aujourd'hui, quoi. Ok, super. Génial, oui, on note bien ce message, ne pas perdre espoir, au contraire, les choses vont s'accélérer. Ouais. Merci beaucoup Clémence. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? On a évoqué plein de sujets, on pourrait encore en évoquer plein d'autres, mais à un moment il faut qu'on arrête. Donc est-ce que tu as un message avec lequel tu veux terminer ce podcast ? Oui, le message, je l'ai un petit peu déjà passé, mais c'est chacun peut faire quelque chose. Enfin, il n'y a pas besoin de se dire j'ai besoin de travailler dans l'environnement, dans le développement durable. Enfin, oui, c'est très bien. Je veux dire, il faut des gens qui travaillent là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais chacun à son échelle, soit dans son travail, soit dans sa vie personnelle, peut faire quelque chose. Ça peut être dans son travail, comme on l'a dit, voir de quelle façon je peux changer les choses de l'intérieur. Moi, je crois beaucoup à ça.
plutôt qu'à la grande démission. De quelle façon est-ce qu'on peut faire bouger les choses de l'intérieur, nous, à notre échelle, dans notre entreprise, dans notre voilà, dans le secteur public aussi, c'est vrai. Hein. Avec le fameux bâton de pèlerin. Le bâton de pèlerin, les activistes, encourager ses collègues, sensibiliser. Donc, on peut faire des choses dans sa vie perso, auprès de ses proches, auprès de ses amis, auprès de ses enfants, ses parents. On peut aussi faire quelque chose en tant que citoyen aussi, évidemment. Alors, en tant que citoyen, on est dans une démocratie, donc à travers nos votes, mais aussi peut-être à travers un engagement associatif qu'on peut décider de prendre. Donc, il y a beaucoup de choses, ou même en interpellant nos élus, quoi. Hein. On peut toujours écrire une lettre à son député. Ou, c'est vrai. Il sera lu par quelqu'un du cabinet de l'élu. Il sera peut-être pas lu, je sais pas, mais il sera reçu, c'est sûr. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, et c'est important de la valoriser, cette action. Parfois aussi, quand on parle à certaines personnes, c'est pas forcément Parfois, bon, on peut avoir tendance à culpabiliser les gens en disant ah bah tu fais pas ça, nanana. Non, pour moi c'est pas forcément ça la solution. Ça va être plutôt de quelle façon ces petits pas qui ne sont pas petits peuvent être valorisés, peuvent être mis en œuvre pour convaincre, pour sensibiliser, pour aussi transmettre si on a une certaine connaissance, ou pour faire si on a un certain pouvoir, comme les cinéastes dont on parlait, ou comme les ingénieurs, qui est plutôt mon secteur, qui ont le pouvoir d'apporter des solutions. Et c'est peut-être aussi lire des livres, écouter des podcasts sur le sujet, s'intéresser aux médias un petit peu plus spécialisés sur la transition écologique, l'environnement d'une façon générale. Il y a de plus en plus de choses quand même maintenant. Ça aussi, ça a beaucoup changé par rapport aux années 2000. La fameuse accélération. La fameuse accélération. Donc dans les médias, même si parfois on va dire, c'est pas parfait. J'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait à une antenne « je me fous de la transition écologique ». Enfin, ça, pour moi, c'est quand même assez dingue qu'on puisse, d'une certaine façon, assumer ça devant une très, très grande audience, vu l'enjeu. Et surtout en 2022. En 2022, vu l'enjeu pour notre espèce, c'est comme dire j'en ai rien à faire que la Terre ne soit plus vivable pour nos enfants. C'est quand même étrange. Donc, c'est pas parfait, mais il y a beaucoup de choses qui, déjà, la littérature scientifique, elle a été beaucoup vulgarisée. Il y a de plus en plus d'ouvrages sur le sujet, d'articles. Et donc, lisez, écoutez, et encore une fois, faites quelque chose à votre échelle, dans votre travail, avec vos proches, en tant que citoyen. Speak up, osez, parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. Voilà. Super, écoute Clémence, c'est une très belle conclusion de ce podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta participation et pour tous ces partages riches et ton énergie. J'espère que ça a aussi infusé chez nos auditeurs. Écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Génial. Merci beaucoup Clémence. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de SteamShift. À très vite dans un prochain épisode.